Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. L'AS Monaco Basket reste dans la course aux play-offs en Euroleague. Les Monégasques ont largement dominé l'Olympiakos hier à Gaston Médecin. Résumé à suivre dans quelques instants. L'attractivité de la principauté au cœur d'un événement organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Le ministre d'État Pierre Dartout en était l'invité. Puis nous accueillerons Bertrand Picard, le président de la fondation Solar Impulse est actuellement en principauté à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Il vient de signer un partenariat avec la fondation Prince Albert II. Il nous en dévoilera les contours. Nous reviendrons sur le Conseil national des jeunes. 12 conseillers juniors ont restitué hier leurs travaux dans l'hémicycle sur 3 thèmes précis. Vous les découvrirez dans ce journal. Puis à la fin de ce JT, Philippe Vial sera notre invité. Nous parlerons avec lui de la profession de kinésithérapeute alors qu'une conférence sur la chirurgie de la main vient de se dérouler en principauté. L'AS Monaco Basket ne cesse d'impressionner après les champions en titre la semaine dernière. C'est l'Olympiakos, 3e du classement de l'Euroleague, qui a fait les frais d'une nouvelle performance XXL de la Roca Team, portée par un Mike James des grands soirs. Les hommes d'Obradovic ont nettement dominé le club grec hier soir. 92-72 à Gaston Médecin. Le résumé de cette rencontre est signé Yannick Debever et Sylvain Péroumal. La Roca Team a atteint un niveau exceptionnel. Capable de mettre 22 points aux champions en titre et maintenant 20 à l'équipe la plus en forme de ces dernières semaines. Pourtant, le premier quart-temps n'annonçait rien de bon pour la Roca Team. L'ancien du Rocher Mustapha Fall marche sur les intérieurs monégasques. Monaco s'accroche et reste dans les baskets des visiteurs avec seulement 3 points de retard au bout de 10 minutes. Et puis, changement total de physionomie dans le deuxième quart-temps avec un récital monégasque. 29 points marqués pour seulement 9 encaissés et une avance qui s'avérera décisive. Dante Hall bloque l'accès au cercle pendant que les attaquants ne manquent rien à longue distance. 5 sur 5 à 3 points et un écart qui monte jusqu'à 19 unités en faveur de la Roca Team. Le mal est fait et l'Olympiakos ne parviendra jamais à inquiéter Monaco qui gère sereinement une deuxième mi-temps hachée par les fautes. Les Roca Boys régalent les supporters avec des actions spectaculaires de Dante Hall et Mike James. Cerise sur le gâteau, ce 3 points miraculeux de Paris Lee en fin de troisième quart. Comme un symbole, la Roca Team est injouable. Le panier à 3 points de Paris Lee. Porté par Mike James, 25 points, 3 rebonds, 4 passes et Bacon, 15 points. Monaco va s'imposer avec la manière. Brock Motum s'occupe de sceller la plus grosse défaite de la saison pour l'Olympiakos, 92-72. We made the main thing defense, you know. Once we start playing defense, everything just opens up for us because we got a lot of guys that can score. So I think we can outscore any team in EuroLeague, to be honest, but it's all about stops. We do a good job of knowing each other. You know, we practice together a lot, and Coach tells us exactly what he wants and expects from us. You know, he's a very direct coach, and it makes everybody's job easy when you know what you got to do. C'est une première étape européenne passée avec brio, mais il en reste une deuxième cette semaine. Baskonia, vainqueur de ses 4 derniers matchs, vient défier la Roca Team à Gaston Médecin. C'est désormais un concurrent direct au top 8 qu'il faudra écarter vendredi soir. I expect, hard game, even harder, much harder, because it was demanding this one, and we need to have, the physicality, energy, everything, in order to win, the next one. Monaco-Baskonia, un match à ne pas manquer, à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 19 h, commenté par notre duo de choc, David Cosette et Ali Traoré. Retour à présent sur le premier petit déjeuner conférence de l'année 2022 de la Jeune Chambre économique. Le thème choisi, l'attractivité de la principauté. La JCE avait convié pour l'occasion le ministre d'État Pierre Dartout pour en parler. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello.
L'attractivité est un enjeu majeur pour la principauté et elle concerne plusieurs secteurs, voire même tous. Économie, gestion des finances, enseignement, sécurité, écologie, numérique, santé et sociale, sans oublier relations internationales, pour n'en citer que quelques-uns. Il faut donc maintenir le haut niveau d'excellence et chacun a un rôle à jouer. Ça concerne ceux qui veulent venir habiter à Monaco, ceux qui veulent y travailler, et ceux qui veulent y investir. Donc chaque fois, il faut qu'il y ait des réponses adaptées à leurs demandes. La principauté, incontestablement, est un territoire très attractif. Cela dit, il faut savoir toujours évoluer, il faut savoir se remettre en cause parce que rien n'est figé. Mais je crois qu'on a ici tous les moyens pour demeurer attractif, même si cela nécessite bien sûr des évolutions et des changements. Stratégies et solutions sont donc régulièrement étudiées et proposées. La Jeune Chambre économique de Monaco fait partie des entités qui ont pour mission de maintenir ce haut niveau d'attractivité en encourageant par exemple l'entrepreneuriat. Nos membres sont donc des entrepreneurs ou des cadres de la place, de tout secteur, que ce soit finance, immobilier ou les secteurs un peu plus innovants dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a un beau panel représentatif et on a la chance de pouvoir échanger et discuter avec nos autorités sur des sujets d'avenir. Donc c'est vraiment un plus pour nos membres. Impossible bien sûr d'évoquer un tel sujet sans aborder la crise sanitaire qui a poussé depuis 2 ans ces secteurs justement liés à l'attractivité à s'adapter en innovant. La guerre en Ukraine est aussi à l'heure actuelle suivie de très près. Le reste de l'actualité vous est développé ce soir par Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra. On débute par cette rencontre entre le gouvernement princier et les acteurs des secteurs hôteliers et de la restauration. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Ce sont effectivement 2 secteurs qui ont été très touchés par la crise sanitaire. Le ministre d'État a donc souhaité les recevoir tour à tour à l'occasion d'un déjeuner de travail. L'objectif, échanger et apporter des éléments de réponse concrets face aux inquiétudes de ces 2 secteurs d'activité. Un mot à présent sur ce partenariat entre les sapeurs-pompiers de Monaco et ceux de Brignoles dans le Var. Oui, il s'agit d'une convention de partenariat opérationnel entre l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 de Brignoles et le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Les liens entre ces 2 unités sont très anciens. Ce partenariat a pour objectif de favoriser les échanges entre les 2 corps et permettra de développer les connaissances professionnelles de chaque unité en termes notamment de formation, maintien des acquis et renfort opérationnel. Et puis le gouvernement princier a communiqué hier soir les chiffres de la campagne de dépistage menée en milieu scolaire en début de semaine. Cette campagne a été souhaitée 2 semaines après la levée de l'obligation du port du masque à l'école, Émilie. Et au terme de l'opération, la tendance générale à une accélération de la circulation du virus se confirme. 55% du personnel présent a voulu se faire dépister, ce qui représente 3300 personnes. Résultat, 47 d'entre elles ont eu un autotest positif, dont 43 sont des élèves. Le taux de positivité s'élève donc à 1,4%. Prudence et vigilance sont donc toujours de mise. Merci Alexandra. Vous le savez, cette semaine en principauté est dédiée à la préservation des océans. Plusieurs temps forts rythment cette Monaco Ocean Week. Colloques, réunions de travail, rencontres. C'est également l'occasion de s'unir pour l'avenir de notre planète. Hier, la Fondation Prince Albert II de Monaco a signé un partenariat avec la Fondation Solar Impulse. Justement, Bertrand Picard, qui entretient des liens étroits avec la principauté, est avec nous pour en parler. Bonsoir Bertrand Picard. Bonsoir Bertrand Picard. Bonsoir, très heureux d'être de retour à Monaco. Et très heureux de vous accueillir sur Monaco Info également. De retour en principauté, j'imagine que c'est toujours particulier de revenir ici. Mais oui, tellement de souvenirs. Vous savez, juste derrière moi, il y a l'auditorium Régnier 3 dans lequel il y avait le centre de contrôle mission de Solar Impulse. Et au Yacht Club, il y a derrière moi la piscine dans laquelle toute l'équipe a fini tout habillée quand on a célébré la victoire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui reviennent chaque fois. Alors aujourd'hui, vous êtes en principauté à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Votre fondation Solar Impulse vient de signer un partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Sur quoi porte ce partenariat, Bertrand? Sur des solutions. La Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation Solar Impulse, mettent en commun toutes les solutions pour protéger l'environnement de façon économiquement rentable, vont les diffuser, vont s'associer pour essayer de les implémenter le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, on continue à avoir un narratif
d'une écologie qui coûte cher et qui a plein de problèmes, alors qu'il faut mettre le narratif d'une écologie qui est économiquement rentable et qui est pleine de solutions. Est-ce que vous pouvez nous citer par exemple des solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse qui aident à préserver l'océan et les ressources marines? Mais absolument, il y en a beaucoup qui ont été invités et qui sont présentes à la Monaco Ocean Week. Il y a Econcrete, par exemple, qui est un béton spécial qui permet de reconstituer les écosystèmes marins dans toutes les structures immergées. Il y a UBQ qui permet de recycler des déchets de plastique pour refaire du nouveau plastique, par exemple pour l'industrie automobile. Il y a des systèmes qui permettent de recycler l'eau. Il y a des possibilités de reprendre tous les types de plastique et d'en faire des graviers pour la construction. Tout ça, c'est à disposition de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est savoir que ça peut s'utiliser. Et si ça s'utilisait partout, eh bien, il n'y aurait plus de plastique qui inonderait les océans. Tout serait recyclé et tout permettrait de retrouver une deuxième vie. Finalement, Bertrand Piccard, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on peut concilier économie et écologie? Mais absolument. C'est fondamental d'enfin en prendre conscience. Il n'y a pas d'un côté l'économie qui pollue et de l'autre l'écologie qui est vertueuse. Aujourd'hui, l'écologie, ça devient la force motrice de l'économie. Il y a une autre solution qui est là, c'est EcoWave Power. Ils produisent de l'électricité avec le mouvement des vagues. C'est une petite start-up qu'on a connue il y a 3-4 ans, qu'on a labellisée à la Fondation Solar Impulse, qui a fait une IPO, donc qui est entrée en bourse et qui maintenant commercialise son système dans le monde entier. Mais c'est une possibilité de faire de l'énergie là où autrefois on brûlait du pétrole ou du gaz. Et puis on se rend compte que la protection de l'environnement finalement rapporte plus que la destruction de l'environnement. C'est exactement ça que nous prouvons depuis plusieurs années avec la Fondation Solar Impulse. Vous savez, chaque fois qu'on se voit, on a encore plus de solutions labellisées. En ce moment, on en est pratiquement à 1400. C'est 1400 systèmes, produits, matériaux, appareils, sources d'énergie qui sont capables de protéger l'environnement, capables de créer des emplois et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Et ce sont des solutions qui existent déjà aujourd'hui, hein. Ce n'est pas des vagues idées pour le futur. Bertrand Piccard, vous avez publié dernièrement un livre. Dans ce livre, votre message, c'est qu'il faut présenter la protection de l'environnement comme une aventure enthousiasmante et non comme quelque chose de contraignant. C'est comme ça qu'on doit voir les choses? C'est absolument le narratif qu'il faut que les gens comprennent. Et si j'ai donné le titre « Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques », c'est qu'il faut du réalisme dans le sens qu'il faut atteindre des résultats au-delà des idéologies. Tant qu'on est prisonnier d'une idéologie, on aura des résultats partiels. On n'arrivera jamais à avoir des résultats complets. Et ce que j'aimerais vraiment prouver aujourd'hui, c'est qu'avec la protection de l'environnement, on peut entrer dans ce qu'on appelle une croissance économiquement qualitative. C'est-à-dire qu'on crée des emplois, on permet le développement économique en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. En gros, il faut moderniser toutes nos infrastructures, tous nos systèmes énergétiques, tous nos systèmes de consommation. Et comme ça devient plus efficient, c'est-à-dire qu'en fait, il faut moins de ressources pour atteindre le même résultat, eh bien, ça libère une marge de profit supérieure qui permet de rembourser l'investissement. Donc, on est dans un cercle vertueux où l'écologie permet de développer l'économie tout en protégeant non seulement l'avenir de l'humanité, mais déjà son présent, parce que déjà aujourd'hui, on voit les effets de la pollution, des changements climatiques et du gaspillage. Et c'est le message que nous retiendrons. Merci infiniment, Bertrand Piccard, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Avec plaisir. Au revoir. Et au programme aujourd'hui de la Monaco Ocean Week, une journée consacrée à la principauté capitale du yachting. Frédéric Hélion et Lionel Bernardi reviennent sur ce temps fort. C'est le grand rendez-vous des acteurs du monde de la mer. La Monaco Ocean Week réunit toute la semaine au Yacht Club tous ceux qui œuvrent à la protection des océans. Des experts locaux et internationaux, les pouvoirs publics, les scientifiques ou encore biologistes. Premier temps fort de la journée jeudi, le 11e symposium environnemental La Belle Classe Super Yachts. Plusieurs intervenants, armateurs, capitaines se succèdent pour évoquer leur expérience et débattre sur les grandes problématiques de la conservation du milieu marin. I see an enormous beauty and a fragile beauty, which we really need to protect and
keep by all means, but not only by technology, which we have great technology today available around the world, but one of the most important things, which is training and educate the people, seafarers and everybody else who is going down there or up there to protect. Après la réussite de la première édition l'an passé, place à la deuxième Monaco Smart and Sustainable Marina. Un rendez-vous pour les entrepreneurs, start-up, architectes ou promoteurs, consacré aux marinas vertueuses et intelligentes, ces petites villes innovantes qui attirent investisseurs et innovateurs. Ces marinas vertueuses, au niveau global, regardent beaucoup ce que fait Monaco, et Monaco est vraiment un rôle modèle finalement pour le déploiement de ces marinas. Et donc cette année, on va réunir ces marinas qui vont présenter leurs projets d'innovation dans la sustainabilité. Donc on va évaluer la qualité de leur design, l'architecture, l'impact positif. Et puis aussi comment ils permettent de ce qu'on appelle le customer engagement, d'attirer finalement les visites et la venue dans ces lieux. Et c'est ça aussi qui intéresse les investisseurs. Enfin, pour fêter ses 10 ans, le label Monaco Capital of Yachting devient un Monaco Capital of Advanced Yachting, un vrai virage vers l'international pour ce projet dédié au yachting durable où l'innovation joue un rôle majeur. La première marina virtuelle dédiée au super yacht a d'ailleurs été présentée en présence du prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté. Et la jeune génération est assurément sensible à cette question de la protection de l'environnement et de nos océans. La jeunesse qui a pu faire entendre sa voix au sein de la Haute Assemblée à travers du Conseil national des jeunes. Les élus des élèves monégasques viennent de restituer leurs idées après une année de travail. Une équipe de Monaco Info a suivi la séance de clôture. C'est un reportage signé Alexandra Pani, Horatio Gadino et Alexandre Gougassian. Ils ont entre 12 et 15 ans et ont endossé le rôle de conseillères et conseillers juniors pendant un an. Une année de réflexion très riche pour ces jeunes élèves de la Principauté à travailler comme leur père adulte autour de résolutions. C'était pour moi l'occasion d'intéresser davantage les jeunes compatriotes donc à la vie publique de leur pays, de leur faire partager avec nous les enjeux, donc les grands enjeux de l'avenir de la Principauté. Je vous rappelle qu'ils ont été sélectionnés sur candidature par un jury. Et donc 12 d'entre eux ont travaillé avec nous pendant une année. Nous sommes vraiment très très satisfaits avec mes collègues du Conseil national. Je dirais que leur travail a été même au-delà de nos espérances. Maintenant à nous, les conseillers nationaux et les conseillers nationaux, de discuter de ces propositions avec le gouvernement pour les rendre possibles. Une année qui a été rythmée par de nombreux ateliers et rencontres. Ils ont pu travailler sur des thématiques qui leur tenaient à cœur avec une équipe de permanents, avec évidemment des conseillers nationaux et également en rencontrant des experts, des spécialistes, que ce soit dans l'administration, que ce soit des sociétés également privées, sur les thèmes donc qu'ils ont trouvés les plus judicieux pour eux et pour la jeunesse, puisque c'est ça l'objectif, voir le Monaco dans les 5, 10 ou 15 prochaines années qu'ils veulent avoir ici. On a pu découvrir des jeunes élèves très dynamiques et passionnés par les sujets défendus. 3 thématiques ont été choisies, l'environnement, le bien-être à l'école et les loisirs. Un exercice qui leur a permis d'en apprendre beaucoup plus sur eux-mêmes. De parler avec les groupes et de faire des idées pour Monaco et de proposer des idées pour les jeunes ou pour la principauté. C'était bien, c'était une bonne expérience et à refaire si c'est possible. C'était vraiment bien parce que ça nous permet de parler avec des adultes, de faire écouter nos voix qui ne sont pas souvent prises au sérieux par d'autres adultes. Et aussi, ça nous a beaucoup aidé pour parler en public. On a eu des bons conseils, surtout de Stéphane, qui nous a tout le temps suivis pour bien parler. Et donc vraiment, moi je sais que ça me servira toute ma vie. Une expérience enrichissante dont ils se rappelleront effectivement. Ils étaient les tout premiers à vivre cette aventure, mais une nouvelle promotion est déjà prête à prendre le relais. Oui, et les prochains conseillers juniors prendront place dans l'hémicycle lors de la séance d'ouverture du prochain Conseil national des jeunes, le 27 avril prochain. Parlons santé à présent. Le lycée technique et hôtelier accueillait dernièrement une conférence sur le thème de la chirurgie de la main et de l'arthrose du pouce. L'occasion pour nous de revenir sur une profession qui intervient pour soulager et soigner tout le corps humain. Fabien Bonilla reçoit Philippe Vial. Philippe Vial, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes membre de l'association des kinésithérapeutes de Monaco. Combien de kinés exercent en principauté ? Un équivalent temps plein, il y a, on va dire, l'équivalent de 25 à 27 praticiens, en sachant qu'il y en a qui exercent
à mi-temps, à temps partiel, et il y a entre, de mémoire, 35 à 37 praticiens qui sont inscrits au tableau des praticiens autorisés à exercer. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir exercer en tant que kinésithérapeute sur Monaco? La première chose est bien évidemment d'avoir un diplôme en massokinésithérapie, donc, qui est un diplôme qui s'obtient après, alors en France, 5 ans d'études. Il y a 4 ans d'école de massokinésithérapie et 1 année d'études de médecine. Et dans d'autres pays européens, ça varie entre 3 et 5 ans, avec une moyenne de 4 ans d'études post-bac ou équivalent de baccalauréat. Et après, pour être installé à Monaco, il faut être monégasque. Et dans certains cas, si les besoins de kinésithérapie ne sont pas satisfaits, des praticiens étrangers peuvent exercer à Monaco. Et ce qui est le cas actuellement, puisque on va dire que la majorité des praticiens qui exercent à Monaco ne sont pas monégasques. J'ai toujours eu beaucoup de mal, et je pense ne pas être le seul, à bien faire la différence entre un kinésithérapeute et un ostéopathe. On doit vous poser la question tout le temps, mais quelles sont les différences? L'ostéopathe a une vision globale au départ de la personne, du corps, et il va éventuellement se recentrer sur du segmentaire, alors que le kinésithérapeute a une vision dans un premier temps segmentaire, puisqu'il va s'attacher à traiter des articulations, des zones bien précises du corps, et éventuellement, il va déborder vers la globalité. Donc vraiment, c'est une différence, on va dire, au départ de philosophie. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont 2 professions qui sont complètement complémentaires. Et actuellement, de plus en plus de cabinets paramédicaux font appel et ont en leur sein des kinésithérapeutes et des ostéopathes. Et votre champ d'action sur le corps humain va de où à où? Des extrémités, des orteils aux extrémités des doigts de la main, ça va de où à où? Absolument. Donc on a un champ d'action qui est tout le corps humain, avec donc une grande partie, on va dire ostéo-articulaire, tout ce qui est problèmes d'entorse, de lésions musculaires, de problèmes orthopédiques, de problèmes de rhumatologie. Et puis il y a des points bien particuliers en kinésithérapie, avec la rééducation abdominale et du postpartum chez la femme, tous les problèmes liés à la rééducation vésicale. Il y a aussi la prise en charge des troubles de l'équilibre et des vertiges, qui sont des niches, mais qui ont fait la preuve de leur efficacité. Le corps humain, on va dire, est le domaine de la kinésithérapie. Quels sont les types de cas dans lesquels un kiné peut améliorer les conditions de son patient? Il y a deux grands domaines, les problèmes chroniques, donc les maux de tête, les problèmes de lombalgie chronique, on va dire tout ce qui est pathologie chronique de douleur, où on va s'atteler à essayer de libérer certaines tensions musculaires, de libérer certaines articulations. Donc ça, c'est le volet chronique, et puis le volet aigu, le volet traumatique, où là on va intervenir sur les entorses, sur les blessures musculaires, sur les accidents vasculaires cérébraux après une phase d'hospitalisation, où on va s'occuper des séquelles neurologiques. C'est vraiment un domaine qui est très très large d'action au niveau du corps humain. Là, vous avez organisé ce mardi au lycée technique et hôtelier une conférence sur la chirurgie de la main, c'est-à-dire, expliquez-moi ça. Eh bien, nous avons voulu saisir l'opportunité d'avoir le docteur Bruno Luciez, qui est chirurgien de la main et qui est président de la Société française de chirurgie de la main, pour le solliciter dans un domaine bien particulier qui est la prise en charge de l'arthrose de la colonne du pouce, qui est appelée rhizarthrose, et on espère pouvoir renouveler l'expérience de façon régulière et éventuellement annuelle, à chaque fois en essayant de faire intervenir des intervenants de première qualité. Donc une conférence, un rendez-vous qui a pour objectif de se pérenniser. Philippe Vial, merci. Merci à vous. On retrouve Alexandra Pani pour nous parler de cette opération solidaire de l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance. Alexandra.
Ce projet solidaire s'intitule « Un état civil pour tous ». Le droit à une identité est un droit universel fondamental. Sans identité, des milliers d'enfants dits invisibles sont privés d'un accès à la santé, à l'éducation et autres services sociaux de base. Il serait plus de 237 millions dans le monde âgés de moins de 5 ans. Ce programme s'articule autour de 3 axes. La sensibilisation des populations à l'importance et aux enjeux d'un enregistrement dès la naissance. Le développement d'un plaidoyer international en faveur de l'universalisation de cet enregistrement et le soutien des différentes initiatives locales. Dans un tout autre domaine, quel est le programme du Festival Printemps des Arts pour ce week-end, Alexandra ? Rendez-vous ce vendredi au One Monte Carlo pour une soirée sous le signe du folklore arménien et de l'art savant avec la soprano Karine Babadjanian et le pianiste Vardan Mamikonian. Samedi, plusieurs événements. À 15h au lycée technique et hôtelier avec les 2 violonistes Gaspard Maider et Hugo Meder. Puis au cinéma des Beaux-Arts à 17h30, une projection du film Sayat Nova, La couleur de la grenade, une œuvre de Sergueï Paradjadov. Et pour clôturer cette journée très riche, un concert de l'ensemble Gurdjieff à la Salle Garnier. Dimanche à 15h au Sporting Monte Carlo, la compagnie Alat et Gaïan proposera son ballet 7 les anges de Sinjar. Et enfin, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain ? Oui, Émilie, un temps encore en demi-teinte avec de nombreux passages nuageux, des nuages qui se feront de plus en plus présents au fil de la journée. Le thermomètre affichera 7 degrés le matin et 17 degrés dans l'après-midi. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec la Roca Team qui a sorti le grand jeu hier soir face à l'Olympiakos en Euroleague. Photo signée Manuel Vitali. Rendez-vous d'ailleurs à Gaston Médecin demain pour une nouvelle grande soirée européenne face à Baskonia. Match bien évidemment à suivre sur notre antenne. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.